Voilà, donc bienvenue dans ce deuxième cours sur la maladie coronarienne. Donc la dernière fois, on a fait hétérogénéose des facteurs de risque cardiovasculaire. Et puis cette fois, on va faire juste une revue sur le métabolisme du myocarde et puis finalement passer plus de temps sur l'infarctus du myocarde. Donc ce qui me paraissait assez important, c'est de revenir juste à ce qui peut paraître être en détail, c'est que vous vous souvenez que de l'électrophysiologie d'un cardiomyocyte, c'est qu'il y a deux types de cardiomyocytes au niveau donc, du cœur. Il y a des cardiomyocytes moteurs, puis des cardiomyocytes de cellules de Purkinje. Puis si on regarde juste un petit détail, l'électrophysiologie, ils n'ont pas tout à fait le même potentiel de base, avec les cellules de Purkinje qui ont une phase de dépolarisation spontanée relativement lente, jusqu'à la genèse d'un potentiel d'action, et puis qui assez rapidement retrouve un potentiel seuil, avant de refaire une dépolarisation spontanée lente. Donc ça, c'est ce courant IF ou FUNI, qui est en fait une entrée de sodium dans la cellule. Et puis, ensuite, il y a la genèse du potentiel d'action standard. Bon. Alors, quand il y a le potentiel d'action, il y a des autres cardiomyocytes qui ont un potentiel de repos qui est à moins de 90, qui sont les cardiomyocytes moteurs, qui vont être dépolarisés par le potentiel d'action qui arrive, et puis qui, eux, ont une phase de plateau liée à une entrée dans la cellule de calcium, avant de reprendre un courant normal. Donc, il y a le courant de dépolarisation du nœud sinusal, un courant IF, il y a le couplage électromécanique avec le calcium, et puis une électrophysiologie de ces deux types de cellules qu'on connaît assez bien. Alors, ce qu'il faut se souvenir, c'est que pour avoir de nouveau un potentiel de repos normal, que ce soit les cardiomyocytes de Purkinje ou les cardiomyocytes moteurs, ces deux types de cellules, elles ont besoin d'énergie. Et puis cette énergie, c'est l'ATP. Parce que les deux types de cellules ont besoin de pompes à ATPase. Et elles vont consommer passablement d'ATP. Alors l'ATP, le cardiomyocyte, c'est pas très difficile. Il va prendre de l'énergie un petit peu de toutes parts. Et puis principalement donc, du glucose. Donc c'est à peu près un tiers à chaque fois. À peu près 30% de son métabolisme est lié au glucose. Au lactate, ça c'est une bonne chose en fait. Donc ça c'est aussi à peu près 30%. Et puis un petit peu plus que 30% en acide gras libre. Donc un acide gras libre, ça va dire que c'est 35%. Puis il reste encore un petit peu pour le reste. Des choses comme les liqueurs cétoniques, les acides aminés, etc. Donc le glucose, et puis ça c'est un point qui est assez important à la compréhension, il peut générer de l'ATP sans passer par la mitochondrie. Donc vous savez qu'en fait le glucose, les acides gras, etc., ça passe dans le sarcolème. Il y a des transporteurs au niveau du cœur, c'est les GLUT 1 et 4, et puis on a la même chose pour les acides gras libres. Et puis ensuite, toutes ces substances vont réussir à passer dans la mitochondrie. Et puis ça, c'est un point qui est assez important pour le sujet du jour. Parce qu'en fait, en passant par la mitochondrie, que ce soit les acides gras libres qui vont passer par la bêta-oxydation, ou bien le pyruvate, qui va aussi être dégradé en passant par le cycle de Krebs. Eh bien, une molécule de glucose, mais c'est la même chose pour le lactate et l'acide gras libre, pourra générer beaucoup plus d'énergie parce qu'une molécule de glucose,
100 ATP, 100 mitochondries va générer 2 molécules d'ATP par molécule de glucose. Et puis en passant par le cycle de Krebs, elle arrive à en générer 36 molécules de plus. Donc en fait, c'est hautement énergétique. Et puis pour que ça fonctionne, vous savez que pour que ça fonctionne, il faut que la mitochondrie elle ait suffisamment d'oxygène à disposition. Alors ça, c'est un point crucial du point d'aujourd'hui, c'est-à-dire que s'il y a de l'oxygène, on aura énormément d'énergie à disposition. Si par contre, il n'y a pas d'oxygène, à ce moment-là, on va générer beaucoup moins d'énergie. Donc ça veut dire que si il nous manque de l'oxygène, on aura la propagation électrique qui va être chamboulée. Donc on a une diminution de la propagation. Du potentiel d'action. Et puis on aura une perte du couplage électromécanique. Donc on va avoir une dysfonction diastolique. Donc le repos du myocarde. Et puis ça, finalement, ça va faire aussi une dysfonction systolique. Donc en fait, le myocarde ne va plus fonctionner du tout. Et puis le potentiel d'action aura de la peine à conduire à cet endroit-là. Ou si vous vous souvenez du cours de l'année passée, si on a un problème de conduction du potentiel d'action dans une partie du myocarde, ça peut générer des troubles du rythme comme la fibrillation ventriculaire. Donc on va revoir ça encore en détail. Avant de terminer avec cette petite introduction, je voulais juste que vous vous souveniez un petit peu des détails. Donc ça, c'est l'anatomie macroscopique des artères coronaires. Vous vous souvenez que du côté gauche, on a, grosso modo, on a deux artères coronaires. On a l'artère épicardique interventriculaire antérieure qui va jusqu'à la pointe du cœur, là, qui chemine en antérieur, qui donne des branches latérales qui s'appellent des branches diagonales. Et puis on a l'artère circonflexe qui, elle, va sur le côté inféro-postérieur, derrière le cœur, et donne des branches qu'on appelle des marginales, comme cette grosse branche marginale qu'elle a. Ces deux branches vont faire des anastomoses, donc l'artère interventriculaire antérieure va faire une anastomose avec l'artère interventriculaire postérieure, qui provient de l'artère coronaire droite, alors que l'artère circonflexe va faire des anastomoses épicardiques avec l'artère la branche postérolatérale, qui est ici, de l'artère coronaire droite. Donc l'artère coronaire droite, elle a deux branches, là cette postérolatérale qui va avec la circonflexe, puis l'interventriculaire postérieure qui va avec l'interventriculaire antérieure. Ce qu'il faut se souvenir, c'est qu'en fait, là, je vous ai juste montré une coronarographie où on voit très très bien les grosses branches épicardiques. Ce qu'on ne voit pas, par contre, c'est les micro-vaisseaux qui vont pénétrer dans le myocarde. Ça, c'est une préparation chez un chien, où vous voyez assez bien ces micro-vaisseaux qui passent depuis les branches épicardiques jusqu'à quasiment à la cavité ventriculaire gauche. Alors là, un tout petit détail, il y a un drainage propre veinulaire qui passe directement dans le ventricule gauche qui s'appelle le réseau de Tébésus. Ce réseau de Tébésus est responsable en fait qu'il n'y a jamais 100% d'oxygénation, de saturation en oxygène au niveau de la chambre de chasse gauche. Parce que justement, il y a une espèce de shunt à l'intérieur du myocarde. L'autre chose qui est exprimée par ce schéma, c'est exprimé dans la partie du bas, ici, et puis c'est l'évolution des pressions dans les capillaires myocardiques à plusieurs couches, donc celles qui sont proches de l'épicarde, puis celles qui sont proches de l'endocarde, donc la cavité ventriculaire gauche, au cours du cycle cardiaque. Donc ici c'est représenté, donc ici on est en fin de diastole, et puis ici on est pendant la systole, hein. Donc pendant la systole, en fin de systole, en fin de diastole.
Donc en fin de diastole, c'est là où on a le meilleur remplissage capillaire. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas peu de pression de compression extrinsèque. Donc on a une différence, la systole diastolique, la diastole aortique, pardon, est d'environ 80 mm de mercure. Au niveau des veines cardiaques, les 3 grandes veines cardiaques, on a 4 à 6 mm de mercure. Donc ça permet un gradient de pression assez important sans qu'il y ait de compression extrinsèque, principalement au niveau épicardique. On passe pendant la systole. La systole, on a 120 mm de mercure. On a la pression veineuse qui augmente aussi parce qu'elle est comprimée. Et puis en fait, le myocarde, il est en train de se contracter, donc il fait aussi une contraction proche du réseau coronarien, des microvasculatures coronariennes, ce qui fait qu'en fait, il n'y a plus de flux coronarien. Et plus on va vers l'endocarde, plus la contraction est importante. Donc on est très proche de la pression dans la cavité ventriculaire gauche. Au niveau de l'épicarde, on a un petit peu moins de compression au niveau des cavités épicardiques. En fin de systole, on a une diminution des pressions de compression extrinsèque, ce qui va permettre d'avoir une vascularisation. Mais ce qu'il faut se souvenir sur cette image, c'est qu'en fait, le territoire qui est proche de la cavité ventriculaire gauche, donc la région sous-endocardique, c'est la partie qui a le moins de vascularisation de toute l'épaisseur du myocarde. Ça, c'est particulièrement important parce que la capacité anaérobe du myocarde est limitée et son extraction est déjà maximale. Donc là, je vous ai mis les saturations à l'entrée de l'aorte et puis au niveau de la veine cave inférieure, disons à la sortie du réseau coronaire. Et puis, pour comparaison, vous voyez l'extraction qui est très importante, 70 à 75% de saturation, alors que par comparaison, le rein, il n'a qu'à peu près 15% d'extraction au niveau de tout l'organe. Donc le myocarde, la fonction du myocarde va devoir s'adapter à la vascularisation myocardique. Donc là, il y a deux notions qui sont importantes pour cette balance entre la demande et puis l'apport. C'est que si on a une diminution de la capacité de transport dans le sang en oxygène, on va parler d'hypoxie. Si on a une limitation du flux coronarien, on va par contre parler d'ischémie. Donc la demande va dépendre de la fréquence cardiaque, de la contractilité et puis la tension pariétale. Et puis l'apport, il dépend de ces deux choses. D'une part, la capacité de l'hémoglobine à être transportée dans le sang. Et puis d'autre part, du flux coronarien. Le flux coronarien va dépendre du flux principalement diastolique, comme on a vu. Et puis des résistances, alors que la capacité de transport en oxygène dépend principalement de l'oxygénation, donc la FiO2, et puis de l'hémoglobine elle-même, de sa capacité de transport. Alors le flux coronarien, il a une capacité, comme au niveau cérébral et un peu au niveau rénal, à faire une autorégulation. C'est-à-dire que pour tout changement de flux, pour tout changement de la pression de perfusion, il peut adapter le diamètre de ses capillaires pour pouvoir avoir un flux qui est quasiment constant. Donc, une pression d'environ 70 mm de mercure jusqu'à 140, 160, le flux coronarien il va quasiment être identique. Alors, comment c'est possible? Il y a plusieurs possibilités. Il y a un réflexe myogénique d'abord. Donc, si, selon Hagen-Poiseuil, on a une augmentation de la pression, en fait, il va y avoir tout d'un coup des petits récepteurs au niveau des cellules musculaires lisses qui composent la médiane de l'artère qui vont faire une vasoconstriction.
D'autre part, si on a une augmentation du flux coronarien, il va y avoir un lavage du lubrifiant naturel de l'artère, qui est en fait composé à très large échelle de monoxyde d'azote. Ce monoxyde d'azote va diminuer vous savez que le monoxyde d'azote en fait est un vasodilatateur. Et puis si donc on augmente le flux coronarien, on va le pousser en périphérie, donc on va le diluer. Et puis en le diluant, on aura un peu plus de vasoconstriction. Et puis à contrario, dans l'autre sens, si on a une diminution de la pression de perfusion, on a ces deux mécanismes qui fonctionnent de manière contraire. Donc ça explique pourquoi au niveau coronaire, mais c'est aussi juste au niveau cérébral et un petit peu au niveau rénal, on a ce mécanisme d'autorégulation qui va être très très important en cas d'ischémie. L'autre chose que vous vous souvenez probablement du mécanisme musculaire, et qui est beaucoup moins important au niveau du cœur, c'est seulement à peu près 1/10 de la capacité du muscle squelettique. Le muscle cardiaque a aussi cette possibilité que si tout d'un coup un cardiomyocyte a de l'ischémie, il va pouvoir recruter quelques capillaires supplémentaires, principalement en relâchant de l'adénosine. L'adénosine va permettre d'ouvrir 2-3 lits capillaires qui seraient encore constrits. Donc en faisant ça, il y a d'une part l'autorégulation qui permet d'avoir un flux coronarien toujours identique. Donc au repos, on considère que c'est 1 ml par minute par gramme de myocarde au repos. Et puis en hyperémie maximale, le myocarde va pouvoir augmenter son débit jusqu'à 5 ml par minute par gramme de myocarde. Donc on va parler de ce rapport entre le repos et puis l'hyperémie maximale. Et puis on parle donc de la réserve de flux coronarienne, ou coronary flow reserve, qui est de 5, alors que pour un rein, de nouveau, je fais la mesure pour le rein, cette mesure est que de 1,5 à 2 fois plus. Donc maintenant on va repasser ce qui nous intéresse aujourd'hui, donc ça sera qu'est-ce qui se passe en cas d'infarctus. Donc le métabolisme en détail que je vous ai présenté au début de période, c'est celui-là, donc ce que je vous ai dit, c'est-à-dire que le myocarde n'est pas très difficile, et puis il mange un petit peu de tout. Il mange principalement du glucose, du lactate, mais aussi des acides gras libres. Et puis, dans la situation normale, grâce à la mitochondrie, eh bien, on arrive assez bien à faire fonctionner de manière standard les pompes ioniques qui vont faire la propagation du potentiel d'action et puis la relaxation et la contraction myocardique. Alors, qu'est-ce qui va se passer si tout d'un coup on bloque une artère coronaire ou qu'on n'a pas assez de transport d'oxygène dans le sang, ou enfin toute chose qui va faire un manque d'oxygène? Dans une première partie, on parle d'anoxie ischémique. La première partie, donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir une carence en ATP. Cette carence en ATP va faire que les pompes ioniques vont moins bien fonctionner. Et puis ça va faire qu'on va avoir une diminution de la propagation du potentiel d'action avec le potentiel des arythmies, on en a déjà parlé, le courant ischémique que vous connaissez. Et puis d'autre part, une diminution du couplage électromécanique avec une diminution de la relaxation et une diminution de la contraction. Donc ce qu'on va avoir, c'est une dysfonction diastolique, puis ensuite une dysfonction systolique. À ce stade-là, donc on va parler moins de 15 minutes après l'occlusion d'une artère coronaire, à ce stade-là, il n'y a pas encore de damage cellulaire irréversible. Donc on a l'acide gras libre qui va se déposer à l'intérieur du cardiomyocyte, et on a la formation d'acide lactique avec acidification du milieu.
Si on dépasse les 15 minutes, 15 à 20 minutes, on va avoir une lésion irréversible de la cellule. Donc il va y avoir accumulation de lactate, acidose et puis une inhibition de la glycolyse. Et puis à ce moment-là, si les cellules n'ont plus suffisamment d'énergie pour survivre, qu'elles n'ont pas la possibilité de mettre en phase d'hibernation, vous savez qu'il y a une petite capacité quand même des cellules qui est principalement liée à la chaîne mitochondriale de se mettre en hibernation. C'est ce qu'on appelle le stunning cellulaire. À ce moment-là, les cellules vont commencer à mourir, c'est la mort cellulaire, la nécrose. Donc, pour résumer par une autre plaque ce que je vous ai dit lors du dernier cours, donc on a des facteurs de risque de croissance de la plaque, qui sont des facteurs qui sont souvent modifiables, mais en partie non modifiables. L'hérédité, l'âge et le sexe. Donc si on est un homme, si on a plus de 65 ans, et puis que dans la famille on a des maladies du cœur, donc ça c'est des facteurs qui sont non modifiables. Il y a des facteurs modifiables qui sont principalement le syndrome plurimétabolique. 5 facteurs de risque que vous devez absolument toujours demander aux patients qui sont le diabète sucré, l'hypertension artérielle, la dyslipidémie, le tabagisme et puis l'anamnèse familiale positive. Donc ça, c'est 5 choses qu'il faut absolument savoir, dont une partie est modifiable. Donc dans les autres facteurs modifiables, en partie l'obésité, mais l'obésité, il y a beaucoup de facteurs confondants qui sont le diabète, l'hypertension artérielle et la dyslipidémie. La diète, donc si on mange que de la graisse, on va avoir plus de risques d'avoir une maladie coronarienne. Le tabagisme est un des facteurs les plus importants, et le manque d'alcool et le manque d'exercice physique. Donc en fait, l'alcool, ça a un effet paradoxal. Donc on se dit l'alcool c'est pas bon, il ne faut pas en boire. Mais si on regarde, comme à peu près tous les facteurs de risque cardiovasculaire, quel est notre risque en fonction de combien on boit, donc ça c'est que pour l'alcool, mais en fait, on va partir d'un risque qui est de 1, imaginons. Mais si on boit un petit peu, on va être protégé. Et si on boit énormément, on va avoir une maladie cardiaque. Sur le plan de l'athéromatose, l'alcool protège. Donc, si on boit un verre 5 jours par semaine, c'est une unité, 5 jours par semaine à peu près. C'est probablement plus bénéfique que si on ne boit rien du tout. Et en clinique, ce qu'on voit, c'est que les gens qui arrivaient à 65-70 ans ont des artères encore comme un nouveau-né, sont généralement des alcooliques. Donc pour nous, c'est assez utile. Et l'exercice physique, c'est la même chose, c'est-à-dire que l'exercice physique, si on ne fait aucun exercice physique, on a plus de risques que celui qui fait un peu d'exercice physique. Et puis, par contre, si vous faites des marathons, des triathlons non-stop, à ce moment-là, votre facteur de risque augmente. Alors ça, c'est difficile de savoir, mais grosso modo, si on fait plus que 5 fois 1 heure d'effort intense par semaine, à ce moment-là, on a un facteur de risque qui est lié à l'effort physique. Et pourquoi est-ce que l'exercice physique intense ferait la maladie coronarienne? Pas à cause de la croissance de la plaque, mais à cause de la rupture de la plaque. Parce qu'en fait, l'exercice physique va faire que tout l'arbre coronarien va être extrêmement bougé. Donc c'est des contraintes de cisaillement qui vont permettre, si on a une plaque d'athéromatose, de faire une rupture de la plaque et puis de faire qu'il y ait formation d'un thrombus. Donc une fois qu'il y a la rupture de la plaque, on va avoir une activation d'abord plaquettaire avec exposition de collagène qui ne devrait pas être intralumineux, d'activation plaquettaire.
Et puis ensuite formation d'un thrombus par les plaquettes et par les voies extérieures de la coagulation qui vont faire un thrombus qui peut être plus ou moins obstructif. Les facteurs de rupture, ceux-là, ils ne sont pas très bien connus. Donc ça, c'est des facteurs qui sont souvent listés, diabète, tabagisme, dyslipidémie, inflammation, et puis mort cellulaire par apoptose. Mais ce qui est beaucoup plus important, en fait, c'est ça, c'est les contraintes de cisaillement. C'est ce que les anglo-saxons appellent le shear stress. Donc c'est le cisaillement à l'intérieur de l'artère coronaire. C'est difficile à explorer parce que c'est des choses qui sont excessivement brèves, ces changements de pression. Mais dans la vraie vie, ce que vous allez voir souvent, c'est un petit peu ce qu'on a constaté par exemple avec Hans Rudolf Merz. Hans Rudolf Merz, c'était notre conseiller fédéral en 2008. Et puis, ce qu'on a appris le 20 septembre 2008, c'est qu'il avait fait un arrêt cardiaque, il avait été transféré à l'Inselspital pour bénéficier d'une revascularisation chirurgicale par le professeur Carrel. Donc on peut se dire, le docteur Monsieur Merz était un homme d'un certain âge qui n'avait pas passablement fumé et puis qui faisait qu'il était à haut risque d'avoir une maladie coronarienne. Ça, c'est le score de risque qu'on utilise, ESC, qui nous dit, dans les 10 ans, quel est notre risque de mourir d'un infarctus. Et puis c'est sûr que plus on est âgé, plus on est un homme, plus on a fumé, plus la pression est haute et plus le cholestérol est haut, plus on fait partie des hauts risques d'avoir un facteur 10. Donc si on prend un fumeur de 65 ans qui a une pression qui n'est pas bien contrôlée et puis un cholestérol haut, il a quasiment une chance sur 2 à 10 ans d'être mort d'un infarctus. Alors pour Rudolf Merz, mais comme tous les autres dirigeants qui ont des bilans de santé qui sont connus, hein, donc là vous avez tous les présidents américains, ça c'est un peu des fake news, hein. On sait qu'en fait plus ils sont vieux, plus ils ont un risque d'avoir une maladie coronarienne. Maintenant, ce qui est un petit peu compliqué avec Merz, c'est que Merz, si on discute avec lui, il va nous dire qu'au moment où il a fait son infarctus, il était en fait en pleine forme physique. Quelques mois auparavant, il avait participé au marathon de Zurich et puis il avait couru en moins de 4 heures, si je me souviens bien, son marathon. Donc en fait, oui, il a fumé pour faire les bilatérales avec Helmut Kohl, il a fumé passablement de gitane. Mais au moment où il a fait l'infarctus, ça faisait bien longtemps qu'il avait fumé, son cholestérol était contrôlé, et puis il n'avait aucun problème physique, il faisait de l'exercice physique sans aucune contrainte. Par contre, il est très clair, pour lui, son infarctus, c'est lié à la dernière crise économique qu'on a eue avant le Covid, qui s'appelle la crise des subprimes. Et puis, en espace de très peu de temps, je ne peux pas vous dire les montants, mais il devait organiser plusieurs milliards. On lui annonce en fin de semaine qu'il doit organiser plusieurs milliards pour le lundi. Et pour lui qui était en charge de l'économie, ça a été un gros stress. Et il le met sur ce compte. Et ça, c'est des choses qu'on voit très fréquemment dans la vie de tous les jours, que vous allez rencontrer tout le temps en clinique. C'est-à-dire que dans ces états-là, que ce soit une agressivité parce que je ne conduis pas très bien, que ce soit pendant un tremblement de terre, pendant le coït, pendant l'euphorie d'une Coupe du Monde, ou parce qu'on se met à faire du sport alors qu'on n'a rien fait pendant tout l'hiver, les fêtes de Noël, ou bien le faire du sport par temps froid, à ce moment-là, à chaque fois, on a un petit risque de secouer de manière assez importante ces artères coronaires et de faire un infarctus. Alors comme exemple, je vous ai montré ici la figure du New England de 2008 sur le nombre d'événements cardiovasculaires qui ont été hospitalisés dans les hôpitaux allemands pendant la Coupe du Monde allemande. Et puis ils ont comparé
l'incidence par rapport aux incidences des années d'avant, donc 2005, et puis 2003, c'est des données qu'ils avaient. Et ils ont regardé pendant la phase de Coupe du Monde, donc le début de la Coupe du Monde était le début mi-juin, et puis ça a arrêté début juillet. Et puis si on regarde, en fait, à chaque fois que la Mannschaft a joué, à chaque fois on a une augmentation assez importante du nombre d'infarctus, et plus il y avait d'enjeux, plus il y avait un nombre d'infarctus qui était important. Donc ça c'est une dame de ma consultation, une dame de 69 ans en bonne santé, qui décide d'aller faire un petit tour en Basse-Ville. Je vous ai montré les CG l'année passée. Et puis là, je vous montre juste comme un rappel. Donc c'est une dame qui se rend compte qu'elle a des douleurs dans la hanche. Quand l'ambulancier arrive, qui a été appelé pour une suspicion de dislocation de la hanche, la dame se plaint plutôt de douleurs thoraciques. Et puis en fait, va boucher son artère interventriculaire antérieure. Ici, vous voyez la coronarographie. Donc, vous voyez ici, on a une scopie de radiologie. On a piqué une artère, ici la gauche, l'artère fémorale commune gauche. Et puis, on va remonter le cathéter jusqu'au niveau du cœur. Donc, la première des choses, c'est qu'on a mis en évidence la raison pour laquelle la dame a eu mal à la hanche. Et le fait qu'elle ait eu mal à la hanche, à ce moment-là, ça a fait rupture de son arbre coronarien au niveau d'une plaque qu'elle avait dans l'artère interventriculaire antérieure. Donc ici, vous voyez en live différé, une coronarographie. Vous voyez qu'avec un cathéter précourbé, on arrive à engager l'artère interventriculaire antérieure qui chemine ici, l'artère circonflexe qui chemine là. Et puis vous verrez assez bien que l'artère interventriculaire antérieure, elle est bouchée de manière proximale, donc assez proche du tronc commun, ce qui explique les CG. Donc là, elle est bouchée à cet endroit-là. Et puis maintenant, la seule chose qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un fil guide métallique. C'est un tout petit fil qui est grosso modo comme un poil. Et puis on va le remonter à l'intérieur du cathéter pour qu'il aille finalement cheminer à l'intérieur d'une des artères coronaires. Donc là, j'étais brièvement dans la circonflexe, puis là, j'ai passé dans l'artère interventriculaire antérieure. On va faire un petit contrôle en injectant du produit de contraste. Là, je change l'incidence de la scopie pour pouvoir voir dans quel endroit je me profile. Mais on voit que l'artère qui est ici, elle est déjà en train de se réouvrir au passage du fil guide. Et puis, on voit l'occlusion de l'artère circonflexe qui est ici. Donc maintenant, on a une vue caudale, comme on appelle. On va voir l'artère interventriculaire qui est ici, qui est en train de se réouvrir. Vous voyez qu'ici, elle était bouchée à cet endroit-là. Avec le passage déjà du fil guide, on est déjà en train de réouvrir l'artère. Donc ça, c'est des choses qu'on fait tous les jours. Là, on va mettre un stent. Et dans ce cas, qui me semble vraiment être un bon exemple, on voit que la dame avait un certain âge, elle avait 2-3 facteurs de risque. Et puis, au moment où elle fait sa luxation de la hanche, elle a rupturé son artère coronaire. Ça, c'était pour les causes non athérosclérotiques. Les causes athérosclérotiques. Dans 5% des cas, on a une cause qui est non liée à l'athérosclérose. Il y a des causes vasculaires, il y a principalement des dissections spontanées des artères coronaires, mais ça peut être aussi des spasmes des artères coronaires ou bien une inflammation de l'artère coronaire. Ça, c'est très fréquent, une dissection spontanée de l'artère coronaire, ça arrive principalement chez les femmes. Ça peut être aussi des spasmes qui arrivent aussi principalement chez les femmes, mais aussi peut toucher aussi les hommes. Et les spasmes, souvent il faut penser à l'abus de substances. La cocaïne, c'est très très fréquent que ça induise des spasmes. Et puis il y a aussi de temps en temps l'utilisation de cannabis et de substances stimulantes qui, pour je ne sais quelle interaction, font des spasmes coronaires. On peut avoir trouvé des causes emboligènes, c'est-à-dire qu'on a un petit caillot qui part et qui va aller boucher l'artère coronaire. Ça peut être des caillots à l'intérieur du ventricule gauche
qui partent directement. Ça peut être ailleurs dans le cœur, typiquement en cas de fibrillation auriculaire, ça peut être dans l'auricule gauche. Ça peut être d'autres choses que des caillots. Ici encore le caillot lié au foramen ovale perméable, donc un caillot qui partirait d'une veine périphérique et qui, grâce au foramen ovale perméable, va pouvoir cheminer dans le système, dans la circulation systémique. Et ça peut être d'autres choses, ça peut être des endocardites, donc des abcès des valves du cœur, et très rarement, ça peut être des tumeurs cardiaques, ça c'est excessivement rare, les tumeurs cardiaques. Des causes congénitales, on peut avoir des aberrations du cheminement, de connexion des artères coronaires, on peut avoir des fistules, et puis on peut aussi avoir des anévrismes, ça soit lié à une cause congénitale, soit ce qui est plus fréquent, lié à une maladie de l'enfance, comme l'atteinte de l'artérite de Kawasaki. L'infarctus qu'on appellera secondaire, qui est en fait lié à une disbalance entre la demande en oxygène et l'apport. Donc ça peut être en cas d'hypotension prolongée ou de thyrotoxicose, donc d'hyperthyréose, mais ça peut être aussi ce qu'on retrouve dans certaines maladies valvulaires comme la sténose ou l'insuffisance valvulaire aortique. Et finalement, il y a des causes hématologiques qui vont faire des caillots. Donc c'est tous ces syndromes d'hypercoagulabilité, de thrombocytose, comme aussi la polycythémie vraie. Donc maintenant, on va parler de l'infarctus. La dernière fois, on a regardé la genèse de la plaque d'athéromatose. Donc vous vous souvenez qu'une plaque d'athéromatose à l'intérieur d'une artère coronaire, elle est composée de manière assez schématique d'un cœur lipidique recouvert d'une fine chapeau ou cape fibreux, qui a une activité macrophagique de ces formes cells, et que ça dicte en fait certaines enzymes qui sont des métalloprotéinases matricielles et qui peuvent affiner plus ou moins cette couche. Alors là-dessus, je vous dis, il y a des forces de cisaillement. Donc si vous avez une émotion, faites un effort physique intense, etc., vous avez plus de risques de faire une brèche à l'intérieur de cette petite capsule fibreuse au-dessus de ce lac lipidique avec des cellules nécrotiques. Et ça peut engendrer la rupture de la plaque. Et une fois qu'il y a la rupture de la plaque, il y a la genèse du thrombus. Et le thrombus peut être plus ou moins obstructif. Et s'il est obstructif, il va conduire à un infarctus. Donc l'infarctus, c'est le fait que les cellules ne vont plus avoir suffisamment d'oxygène pour fonctionner. Et puis finalement, elles vont arrêter de fonctionner, ça c'est la première des choses. Et puis ensuite, elles vont mourir, donc par nécrose. Donc la première zone touchée, comme dit en début de cette heure, ça va être la zone qui est très proche de la cavité ventriculaire gauche, qui est la zone sous-endocardique. Donc la zone sous-endocardique, elle a un besoin d'oxygène, une vascularisation qui est déjà diminuée, donc c'est elle qui est la plus sensible. Donc après 15 minutes, on commence à avoir une nécrose qui va s'installer au niveau de cette couche sous-endocardique. Et puis si on ne lève pas l'obstruction dans les 15 minutes, on va avoir un infarctus qui va progressivement s'étendre de cette partie sous-endocardique vers une partie, vers une transmuralité. Donc l'évolution de l'infarctus, ça va faire d'abord la diminution de la fonction myocardique. Donc la diminution de la fonction, c'est ce qu'on appelle l'hypokinésie. Et puis si on n'a vraiment aucune fonction du myocarde, on va trouver l'akinésie, donc le fait que ça ne marche plus du tout. Et puis on a finalement cette nécrose qui va évoluer. Donc la nécrose sous-endocardique va devenir transmurale en à peu près 2 heures. Et puis cette nécrose transmurale
va se présenter avec une nécrose qu'on appelle de coagulation, qui est en fait un œdème cellulaire avec une déstructuration des organelles et puis une dénaturation protéinique. Donc ici maintenant on en est là, à peu près après 15-18 heures, on va avoir des lymphocytes qui vont pénétrer, donc c'est des neutrophiles qui vont rentrer dans cette phase, dans cette zone de nécrose, et puis progressivement vont organiser le tissu dans un tissu de granulation, donc qui va partir donc, des zones encore vascularisées, parce qu'il faut que les neutrophiles arrivent par un endroit, et qui vont pénétrer le tissu nécrotique. Donc ce tissu de granulation va arriver depuis les bords de la nécrose, et puis qui vont petit à petit gagner toute la partie nécrotique. Donc il faut environ 3 à 4 jours pour qu'on ait ce tissu de granulation qui recouvre une partie de la nécrose. Et puis il faudra attendre plusieurs jours pour que le tissu de granulation s'organise finalement dans une cicatrice ferme qui signera l'infarctus. Alors, le tissu de granulation, c'est un tissu qui est très très friable. C'est un tissu qui contient bien sûr des neutrophiles, il y aura des macrophages, des fibroblastes, du tissu connectif lâche, des nouveaux capillaires, la néovascularisation. Et puis ça va faire qu'après 5 à 7 jours, on a un tissu qui est très, disons, fragile. Donc si on a des contraintes importantes au niveau du myocarde, un des risques, c'est une des complications de l'infarctus, sera que ce tissu va rupturer. Alors un infarctus, ça dépend de quoi? La taille d'un infarctus, ça dépend de l'aire à risque du territoire de vascularisation. Si vous bouchez le tronc commun ici de cette préparation de chien, l'aire à risque, c'est grosso modo c'est tout le cœur, en tout cas tout le ventricule gauche. Si vous touchez une petite partie de l'artère interventriculaire antérieure, comme ici, cette aire à risque est beaucoup plus petite. Donc la taille de l'infarctus dépend de l'aire à risque, elle dépend de la durée de l'occlusion de l'artère. Donc après 2 heures, on commence à voir la nécrose qui s'installe. C'est sûr qu'après 24 heures, on a une nécrose complètement définie. Donc si on arrive à réouvrir une artère occluse, un infarctus dans les 2 heures, généralement on aura un petit infarctus. Si on attend le lendemain, on aura un gros infarctus. Enfin, il sera maximal. Ça dépend aussi de la possibilité que les vaisseaux ont de faire des collatérales. Je vous ai dit qu'il y a 2 circulations collatérales. Il y a l'artère interventriculaire antérieure qui fait l'anastomose avec l'artère interventriculaire postérieure. Et puis, il y a l'autre cercle de collatéral qui est la postérolatérale de l'artère circonflexe qui va faire une anastomose avec la postérolatérale de l'artère coronaire droite. Donc, chez certaines personnes, ces collatérales, ces réseaux entre les 2 branches épicardiques sont tellement importantes qu'on peut complètement boucher une artère pendant autant de temps qu'on veut, on n'aura pas d'infarctus. C'est à peu près 17% de la population. Et finalement, il y a une résistance tissulaire qui est en fait cette capacité qu'ont le cardiomyocyte de se mettre en hibernation. Et cette capacité du cardiomyocyte de se mettre en hibernation va diminuer la nécrose. C'est-à-dire que les cellules vont se mettre en hibernation et elles ne vont pas mourir. Et ça, on n'est pas non plus tous égaux. On peut stimuler un petit peu ça,
mais on n'a pas encore de médicaments qui marchent vraiment très très bien. Donc on en est là. On a de l'athéromatose qui se forme avec les années, suivant les facteurs de risque, qui donc, au vu d'autres facteurs de risque, rupture, et puis va ou pas boucher une artère plus ou moins grosse qui va former en l'espace d'un temps déterminé un infarctus. Donc le myocarde qui est infarci, il va libérer en fait toutes les protéines qu'il compose et on va pouvoir mesurer ces protéines. Donc classiquement on mesure la créatine kinase, la CK, la composante lysoforme MB, donc spécifique au myocarde. Et puis maintenant ce qu'on peut mesurer c'est directement les troponines, on peut aussi mesurer de la myosine, etc. Qui vont signer l'infarctus. Donc l'infarctus, sa définition, c'est une association entre douleur, modification typique à l'ECG, et puis la présence d'enzymes spécifiques à l'infarctus, qui sont ceux que j'ai listés ici. Une fois qu'on a fait l'infarctus, il y a des complications possibles. Ces complications sont d'une part des complications mécaniques, et d'autre part des complications rythmiques qui vont faire l'arythmie. Donc la première complication mécanique qu'on va avoir, c'est la perte de fonction du cœur. Donc ici vous avez la ventriculographie, donc je suis au niveau du ventricule gauche avec ma sonde de Pigtail, et j'injecte du contraste pour apprécier la fonction du cœur. Donc vous voyez qu'ici on a une fonction cardiaque qui est normale au niveau basal, et puis que ici on a une diminution de la fonction normale, que ici le myocarde ne bouge pas, et que ici il bouge de manière paradoxale. Au moment où il y a la contraction, la pointe du cœur part en avant. Donc ça c'est ce qu'on appelle une dyskinésie, ça ne va pas dans le bon sens, c'est ce qu'on appelle une akinésie, ça ne bouge pas, une hypokinésie, ça bouge un peu moins, et puis une kinésie normale ou même augmentée, qu'on appellera une hyperkinésie. Donc si on a toute une partie du cœur qui ne fonctionne pas, eh bien le débit cardiaque va être diminué pour une même fréquence cardiaque. Donc vous vous souvenez que le débit cardiaque dépend du volume d'éjection fois la fréquence cardiaque. Si tout d'un coup on diminue le volume d'éjection, on va diminuer bien évidemment la fréquence cardiaque. Donc ici on estime le volume d'éjection en enlevant au volume télédiastolique le volume télésystolique. Et puis vous voyez très très bien que si en fait j'ai toute une partie du myocarde qui ne fonctionne pas, à ce moment-là, on aura un volume d'éjection qui va être modifié. Les autres complications mécaniques dépendent de la loi de Laplace, que vous connaissez tous, qui dit qu'en fait que la tension pariétale dépend de la pression du rayon et puis de 2 fois l'épaisseur du myocarde. Donc ça c'est vrai pour le tuyau de jardin et c'est aussi vrai pour le cœur. Donc qu'est-ce qui va se passer? Ça arrive principalement après un très gros infarctus les premiers jours, donc quand il y a encore le tissu de granulation, on peut avoir des ruptures aiguës du myocarde. Donc ce type de rupture peut toucher d'une part la paroi libre du cœur, ça c'est une rupture de paroi libre, les gens meurent très rapidement, donc ça, on a une rupture et les gens meurent après quelques minutes ou quelques heures. On a la rupture entre les deux ventricules, donc il va faire une communication interventriculaire. Et à ce moment-là, on a un shunt gauche-droite assez important, donc les gens vont devenir tout bleus et puis vont passer un choc cardiogène. Et puis finalement, on peut avoir une rupture des muscles papillaires de la valve mitrale qui va faire une insuffisance mitrale sévère. Donc tout ça, c'est de l'ordre d'à peu près 1 à 2%, ça touche plus quand il y a un gros infarctus, que ce soit antérieur ou inférieur. Et puis, ça, c'est des exemples. Donc, ça, c'est une patiente dont vous oublierez le nom qui présente une communication interventriculaire. Donc, ici, on aurait le ventricule gauche. Et puis, en injectant dans le ventricule gauche, on voit tout d'un coup le ventricule droite et puis l'artère pulmonaire, ce qui n'est pas du tout normal.
Et la raison à cela, c'est qu'il y avait une communication entre le ventricule gauche ici et le ventricule droite qui est ici et qui est vu à l'échocardiographie. 1 à 2%, les autres complications sont aussi de l'ordre de 1 à 2%, nettement diminuées depuis qu'on arrive à faire des diagnostics de l'infarctus précoce et une prise en charge précoce avec revascularisation. L'autre complication qui arrive toujours assez fréquemment, c'est le remodeling artériel qui dépend aussi de la loi de Laplace. C'est-à-dire que si on a une partie qui est affinée du myocarde à cause de la cicatrisation de l'infarctus, et puis qu'on maintient toujours une pression importante dans le ventricule gauche, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'en fait le diamètre de la chambre, comme en ballon baudouche, va augmenter. Donc ici vous avez un cœur qui va se dilater, et puis avec les années il devient beaucoup plus gros, voyez. Et puis ça c'est ce qu'on voit assez facilement à l'ultrason. Donc ici vous avez une 4 cavités avec le ventricule gauche, l'oreillette gauche, l'oreillette droite, le ventricule droite. Et vous voyez que ce cœur, en fait, il est devenu plus gros qu'un cœur qui n'aurait pas fait la complication de la dilatation. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le remodeling et qui va conduire à l'insuffisance cardiaque. L'autre chose, c'est qu'au milieu de ce ventricule du cœur, on a eu la valve mitrale. Donc si on a ce remodeling pathologique, comme ici, on a un patient qui a fait un infarctus antérieur, vous voyez qu'en fait, il a une dilatation de l'anneau mitral. Et en faisant une dilatation de l'anneau mitral, on va avoir une non-coaptation des deux feuillets de la mitrale avec une régurgitation mitrale secondaire. Donc ça fait partie des complications mécaniques. Maintenant, il y a encore des complications électriques. Et la première des complications électriques, c'est que vous vous souvenez que la vascularisation des cellules de Purkinje, donc que ce soit au nœud sinusal, nœud atrioventriculaire ou bien le IS et ses branches, se fait préférentiellement par l'artère coronaire droite. Donc si tout d'un coup on fait un infarctus de l'artère coronaire droite, ce que vous allez retrouver, c'est préférentiellement des blocs. Donc vous vous souvenez de cet ECG de la deuxième année, où il y avait l'activité auriculaire qui est à peu près à 120-150 battements par minute, et puis vous avez une activité ventriculaire qui est par contre à 30 battements par minute, et en fait il n'y a aucune relation entre l'activité auriculaire et l'activité ventriculaire. Donc on a un bloc auriculo-ventriculaire du 3e degré, donc complet, qui est lié à un infarctus. Donc si vous vous souvenez des signes d'infarctus, un sus-décalage du segment ST dans le territoire 2, 3 et AVF, ça signe une occlusion de l'artère coronaire droite. Et c'était le cas, donc ici c'est l'angioplastie au ballon, et vous voyez ici un pacemaker provisoire chez cette patiente de RIA. L'autre complication, c'est la complication chez ce patient qui souffre d'une occlusion de l'artère interventriculaire antérieure. Vous voyez un gros infarctus avec les ondes de Paradis qui sont bien visibles dans les territoires antérieurs et latérales, et puis des sous-décalages en miroir dans les territoires inférieurs. Donc ce patient, en fait, il a une grosse aire à risque avec une propagation lente du potentiel d'action, et cette propagation lente du potentiel d'action va favoriser la survenue de réentrée. Donc si vous vous souvenez ce que je vous ai expliqué déjà l'année passée, c'est-à-dire que si on prend un cœur et puis qu'on fait une coupe au milieu du ventricule, des deux ventricules, et puis qu'on regarde ce qui se passe en cas d'occlusion de l'artère interventriculaire antérieure, qui serait ici, vous vous souvenez qu'en fait on a les deux ventricules, donc le ventricule droit qui ressemble à une demi-lune, et puis le ventricule gauche qui est relativement long. Donc si tout d'un coup l'artère interventriculaire antérieure se bouche, on a une partie assez importante du myocarde qui va avoir de l'ischémie. Donc un courant électrique qui devrait faire une dépolarisation des deux côtés à la même vitesse, il va être ralenti, et puis il va avoir une propagation lente, puis si on n'a pas de chance, et puis qu'il arrive à ce moment-là au niveau du cadmeucyte dans la période réfractaire relative, donc en fin du cycle de l'électrophysiologie, à ce moment-là, on peut avoir propagation d'une fibrillation ventriculaire, comme c'est le cas ici, comme c'est le cas de nouveau ici. Donc ça, c'est une
cardioversion électrique, une défibrillation. Voilà, donc on arrive en fin de cours et j'espère que ça a été clair. Et si ce n'est pas clair, contactez-moi par email. Voilà, merci.